Monsieur Doulkeridis. Monsieur le Président, d'abord, je voudrais vous dire que je pense que nous avons ici un débat qui est sans doute un débat des plus politiques que notre Assemblée a eu depuis pas mal de temps. Et je voudrais remercier Madame de Franck-Firquet parce que dans son intervention, elle ne s'est pas contentée de venir avec des anathèmes sur les autres. Elle l'a un peu fait, mais c'est son droit, et d'autres l'ont fait aussi. Elle est aussi venue avec des arguments de fond, et avec des valeurs, et avec une vision politique que je peux respecter. C'est la vôtre, c'est celle de votre groupe, le groupe libéral. Et je trouve tout à fait normal que dans un débat comme celui-ci, vous le défendiez avec conviction. Et je suis reconnaissant que vous l'ayez fait de cette façon-là, parce que je pense que ça élève aussi le débat. Vous avez eu ensuite d'autres arguments qui ont été portés par d'autres groupes politiques. Et je trouve que c'est ça la démocratie. Et c'est ça notre job finalement. C'est de pouvoir discuter sur base de ces arguments. Et parce que je trouve important et que je veux valoriser le travail que vous avez fait, je voudrais à mon tour m'attarder sur quelques-uns de vos arguments sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et dans ces arguments, il y a des choses qui reviennent très régulièrement. Il y a ces questions de chantage. Ce chantage à l'amitié belgo-canadienne. Comme si du jour au lendemain, parce que nous allions refuser ce texte, nous n'allions plus devenir amis avec les Canadiens. Et ça, je suis désolé, mais si notre amitié dépend de ce genre d'adoption, de ce genre de chantage, je pense que ce n'est pas une bonne amitié. Et je pense qu'il faut être respectueux envers les Canadiens. Je ne crois pas qu'ils mesurent la qualité de notre amitié sur base et sur coup de chantage ou de menaces telles que celle-là. Je ne crois pas que c'est comme ça que se construit l'amitié. Et si c'est comme ça que vous la concevez, je vous dirais, méfiez-vous de vos amis. Vous faites ensuite un chantage sur la croissance. Et vous êtes habitué à ça parce que du côté libéral, vous partez du présupposé que dans vos valeurs ou dans votre dogme se trouve la réponse à la croissance, se trouve la réponse à la création d'emplois, se trouve la réponse au bien-être, alors que nom d'un chien, c'est quand même vos dogmes, vos valeurs qui sont à la manœuvre pour la plupart des traités qui sont en vigueur aujourd'hui, qui ont été adoptés par nos pays, à l'échelle européenne et avec d'autres États. Et je ne pense pas que les citoyens que nous connaissons et que nous fréquentons sont en train de se dire « c'est génial, ça nous a chaque fois apporté de la croissance, du bien-être, de l'activité économique et des emplois ». La situation aujourd'hui, un peu partout en Europe, ce n'est pas vraiment celle-là. Or, Madame Zrien disait tout à l'heure, c'est un traité de type nouveau. Oui et non, c'est un traité de type nouveau par sa forme, mais dans ses valeurs, dans son ancrage, dans ce qu'il porte comme vision, ce n'est pas du tout un traité nouveau. C'est exactement la même vision que celle qui nous amène dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et qui peut contester que nous soyons dans une crise et économique, et sociale, et écologique extrêmement importante? Et donc, je ne pense pas que vous puissiez vous présenter en vous disant que vos dogmes sont celles de la prospérité et qu'ils s'opposent à ceux qui sont contre cette prospérité. Cette adéquation, elle n'est pas juste. Elle ne tient pas la route simplement sur base de l'observation de tout ce qui est en vigueur aujourd'hui et qui nous amène dans une situation qui, je pense, n'est pas vraiment flatteuse et qui n'est certainement pas celle qui peut vous amener à parler avec autant d'assurance sur base de ces dogmes-là. Vous semblez aussi vous étonner qu'un Parlement, le nôtre en l'occurrence, ou le Parlement wallon, puisse s'opposer à un moment donné à un traité. Mais ça, c'est la construction de l'Europe. Nous n'avons pas confié les pleins pouvoirs, nous ne sommes pas un Parlement par procuration qui a décidé que d'autres, à un autre niveau, pourraient tout négocier et tout décider sans nous. On pourrait aller dans ces directions. Moi, je suis un pro-européen vraiment très fervent, pas de cette Europe-là telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, d'une autre Europe. Mais je veux bien, moi, faire encore plus de délégations sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan pour aller vers plus d'harmonisation. On est très très loin d'aller dans cette direction.
Et non, on est dans une situation où, effectivement, chaque traité doit être approuvé par chacun des parlements et chacun des gouvernements, et c'est comme ça. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin de ce processus, à un moment donné, un parlement puisse, après un examen argumenté d'une situation d'un traité, dire non, ça c'est une direction qui ne nous intéresse pas. De la même façon que ce n'est pas parce que nous donnons mandat à négocier que d'office, ça veut dire qu'on donne un chèque en blanc à ceux qui négocient à notre place. Non, au terme d'une négociation, à un moment donné, et ça c'est notre job politique, on est en droit de dire le résultat avec lequel vous venez ne nous satisfait pas. Nous voulons poursuivre la négociation, nous voulons obtenir d'autres choses, nous voulons davantage de garanties et sur la base que vous nous présentez aujourd'hui, nous estimons que ce n'est pas suffisant et que nous ne pouvons pas vous suivre. Et quand vous dites que le rejet du CETA serait catastrophique parce que ce serait le premier échec du Premier ministre Trudeau, ça me fait de la peine, c'est sûr. Mais en même temps, peut-être que le rejet du CETA est un premier acte de résistance à ce niveau qui puisse justement répondre à cette dérégulation de nos économies, de nos services publics, de nos protections sociales, de nos protections écologiques. Et que peut-être que c'est un message totalement intéressant qu'on pourrait envoyer, non pas aux autres gouvernements, mais peut-être à une population qui est de plus en plus découragée par la politique. Une population qui est de plus en plus découragée par l'Europe. Et celle-là, on doit l'entendre quand même. Vous dites qu'on serait isolé si on faisait le choix de refuser le CETA. Isolé de qui? Isolé des autres gouvernements, peut-être, mais certainement pas isolé de la population. Il faut regarder ce qui se passe dans tous les pays européens. Et je ne pense pas que si vous prenez vraiment le soin d'aller dans toutes les sphères de la population, et même dans les acteurs économiques, et surtout dans les PME qui sont celles qui créent de l'emploi et qui ne délocalisent pas et qui sont là et qui se battent comme des chiens pour pouvoir s'en sortir, ceux-là, on ne sera pas isolé par rapport à ces publics-là. Et c'est à ces publics-là qu'on doit rendre des comptes et non pas aux autres gouvernements. C'est la raison pour laquelle, au moins sur ces arguments-là, je voulais vous dire que je ne vous suis pas au niveau de votre argumentation. Et pour terminer, vous disiez « Attention, vous allez être isolé ». Et alors, qu'est-ce que ça veut dire être isolé? Parce que vous-même, le groupe MR, ici, vous allez être isolé. Vous allez être minoritaire. Ce n'est pas pour autant que vous allez estimer que vous avez tort. À l'échelle européenne, bien sûr que non, et je respecte vos convictions. Nous serons peut-être isolés, mais je vous assure, nous n'allons pas avoir l'impression que nous avons tort.